Bonjour, mon nom c'est Anna Fiaccarini. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter un nouveau projet de l'Association des cinémathèques européennes. On a pensé de présenter et de faire des entretiens avec des auteurs de livres importants pour les professionnels des cinémathèques et des musées. Et c'est le cas du livre de Stéphanie Louis, La Cinémathèque Musée, une innovation cinéphile au cœur de la patrimonialisation du cinéma en France. La période que Stéphanie a mis à analyser, c'est la période entre 1944 et 1968. C'est une période très intéressante, évidemment, pour la naissance et le développement des cinémathèques et des musées de cinéma. Et la période analysée s'étend jusqu'à l'année fatidique de 1968 avec, vous rappellerez, l'affaire Langlois. Et cette période n'a pas été choisie par hasard par Stéphanie parce que c'est un moment très important, un cas d'étude très privilégié aussi. Et l'intérêt, je pense, c'est l'effet de montrer dans ce travail de recherche historique les développements des cinémathèques, mais surtout en France évidemment, et les grands exemples de la cinémathèque française évidemment, et comment ce développement a fortement eu une influence sur les pratiques de la cinéphilie. Et donc, c'est une grande histoire, une grande... je reprends aussi des mots qui ont été écrits par Donata Pesenti Compagnoni, qui a écrit une très belle présentation sur les volumes de Stéphanie sur le Journal of Film Preservation de l'octobre 2020. Et c'est très intéressant parce que, comme Donata l'a dit, ici, on arrive vraiment à comprendre comment on est arrivé là, dans le monde des cinémathèques, comment on peut aujourd'hui et pourquoi on peut voir et revoir les films du patrimoine. Je pense que c'est une œuvre très intéressante et qui doit être... il faut avoir ce livre dans toutes les bibliothèques du cinéma, toutes les universités, et je pense que les enseignants qui s'occupent du patrimoine doivent avoir obligatoirement maintenant les livres dans les bibliographies conseillées pour les examens. Je pense que c'est vraiment très intéressant. Et la structure du volume aussi, c'est une structure qui suit un ordre chronologique. Il y a toute une première partie qui éclaire la formalisation du dispositif muséal moderne dédié au cinéma entre 1944 et 1954. Il y a cette partie extraordinaire de la commémoration du projet de commémoration du cinquantenaire du cinéma, et qui est vraiment une petite aventure, et je souhaiterais que Stéphanie puisse nous décrire ce qui s'est passé à l'époque, et je la remercie encore une fois pour être avec nous, et puis on va poursuivre avec cette petite conversation. Merci Stéphanie, à toi. Merci Anna. Donc, effectivement, le livre, ma recherche dans sa version publiée avec le livre, elle se présente sous une forme chronologique, mais je précise que ce n'était pas du tout le cas dans ma thèse, où là, j'avais fait une organisation thématique
avec de grands espaces qui m'ont permis d'appréhender la question patrimoniale en France sur la période de 44 à 68. Donc là, on est déjà dans une autre version de réflexion sur cette recherche, plus à distance. Et c'est vrai que ça permet aussi de se représenter les choses dans leur succession chronologique, avec ce point de départ qui est une sorte de désemparement d'une communauté cinématographique française autour de 1945. C'est que la France est libérée, les activités cinématographiques vont pouvoir reprendre de manière libre, alors qu'on sait que les gens se sont rués au cinéma pendant l'occupation parce que c'était un des divertissements favoris. Et ça fait complètement se transformer la cinéphilie qui devient massive. Et donc, on est aussi dans une situation qui est en ruine, dans un sens, paradoxalement en ruine, où il faut reconstruire une industrie cinématographique, mais aussi relancer des institutions dans un monde libre. Et surtout, 1945, c'est une année de commémoration de l'anniversaire du cinématographe. Et on aimerait mettre en place une immense commémoration, sauf qu'on n'a pas le matériel pour faire ça. En tout cas, pas au niveau national. Et on voit que dans cet ensemble d'acteurs qui vont être rassemblés par le gouvernement pour essayer de mettre en place une commémoration et célébrer le cinéma en France, il va y avoir la Cinémathèque française, et que là, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre, ou pas assez il n'y a pas assez de moyens, mais peut-être pas assez de désir, je ne sais pas comment l'expliquer, en tout cas, la Cinémathèque française va commencer à combler les manques de ce nouveau paysage cinématographique et cinéphilique qui naît dans l'après-guerre. C'est-à-dire qu'en gros, parce qu'on n'a pas les moyens de mettre en place cette commémoration, le lieu où on pourra célébrer le passé du cinéma, ça deviendra encore plus facilement la Cinémathèque française. Mais ça, il faut dire que ça avait déjà ses racines avant la Seconde Guerre mondiale, puisque dès le milieu des années 30, la Cinémathèque française avait fondé un ciné-club dédié aux œuvres du passé, et puis qu'il y avait toute une mobilisation cinéphilique pour faire en sorte qu'on conserve les films du répertoire. Mais là, ce qui a transformé la Cinémathèque française avec ses collections, c'est le fait qu'elle rassemble dans un même espace des collections films, des collections non-films, et qu'elle les montre. Et qu'elle les montre pour faire quoi? Pas juste une histoire du cinéma comme l'histoire d'une invention d'un appareil, mais l'histoire d'un spectacle, l'histoire d'une culture, l'histoire d'un art. Et ça, c'est vraiment la chose qui va exploser dans la France de l'après-guerre grâce à ce lieu qu'elle a investi avenue de Messine et dans lequel elle va commencer à faire des petites expérimentations pour voir ce que pourrait être un musée du cinéma et plus spécialement la Cinémathèque Musée. Et la Cinémathèque Musée, c'est un dispositif qui est vraiment, exprimé publiquement à la fin des années 40. Parce que là, la Cinémathèque française est obligée de recentrer toutes ses activités sur l'avenue de Messine, à la fois ses projections et ses activités d'exposition non-film. Elle ne peut plus aller organiser aussi régulièrement qu'avant des ciné-clubs à l'extérieur, parce qu'elle s'est brouillée avec la Fédération des ciné-clubs. Et donc, parallèlement à ça, on voit que Langlois prend la parole dans un certain nombre de revues, et donc va très clairement dire
dans une revue qui s'appelle L'Amour de l'art en 1949, qu'une cinémathèque et un musée du cinéma, c'est exactement la même chose. Et c'est à partir donc, de cette fin des années 40, 1948, ouverture du parcours permanent du musée du cinéma, parce qu'avant, il n'y avait que des expositions temporaires. Donc là, on a vraiment un parcours permanent qui est plutôt dédié aux inventeurs scientifiques, on va dire, qui jalonnent le parcours jusqu'à l'invention du cinématographe. Donc ça, c'est l'ouverture d'un parcours en 48 sur ce thème-là, un parcours permanent. Et puis, c'est un parcours qui va être remodelé dans le temps et auquel, dès 1953, on va ajouter des figures de cinéastes de fiction comme Méliès ou Zeka. Donc voilà, parallèlement à ça, Langlois, comme on le sait, hein, c'est un montreur, donc il y a énormément d'activités d'exposition temporaire. Bien sûr, des projections films, et les deux fonctionnent en lien, en fait, dans une articulation qui est très étroite. Et c'est vrai qu'en faisant cela, même si effectivement la majeure partie du public de la cinémathèque est attirée par les projections, mais c'est quelque chose d'assez logique, puisque les projections, elles se renouvellent à chaque séance finalement, à chaque programmation, alors qu'une exposition, une fois qu'elle est mise en place, elle a une autre temporalité pour se dérouler. Donc on ne peut pas, en tout cas à cette époque-là, c'est évident qu'on ne peut pas... on n'est pas encore sur des expositions blockbuster comme à l'époque actuelle. Donc, on n'a pas du tout les mêmes flux de public vers un dispositif ou vers l'autre. Donc, en tout cas, il y a un fonctionnement très étroit entre ces deux dispositifs et qui va créer du désir dans la cinéphilie. À la fois du désir pour les films anciens, ces films dont on lit qu'ils ont marqué l'histoire du cinéma, parce que parallèlement à ça, on a toute l'histoire du cinéma qui commence à s'écrire. On a évidemment Georges Sadoul, pour nous Français, mais aussi ses volumes sont traduits, et puis c'est quelqu'un qui voyage beaucoup dans le monde, donc c'est une grande figure de cette réflexion sur l'histoire du cinéma. Mais évidemment, quand on lit quelque chose sur l'histoire du cinéma dans Sadoul, quand on adore le cinéma, ce qu'on a envie de faire, c'est voir le film pour voir si c'est vrai, ce que nous, on en pense, de se confronter à ces images qu'on nous décrit. Donc la cinémathèque, elle est là, elle répond à ce désir des cinéphiles qui n'ont pas accès à ces films ailleurs, et ça, c'est vrai en France, mais c'est aussi vrai en Europe. Parce que, en fait, l'activité de programmation de la Cinémathèque française, elle est quand même complètement exceptionnelle, en fait, pour l'époque. C'est quand même un lieu qui draine une cinéphilie européenne, en fait. Où des gens viennent spécifiquement à la Cinémathèque française depuis l'étranger, depuis l'Amérique du Sud ou même d'autres pays européens, juste pour s'immerger dans ces films. Et donc, ce désir, on peut dire qu'il est prolongé par ce qu'on voit dans les expositions. Et ce qu'on voit dans les expositions, c'est aussi des documents d'archives qui peuvent être mobilisés par l'historien. Pas que ça, parce que quand on voit les scénographies de Langlois, c'est pas quelque chose de très didactique. Oui. Ça dépend. Au début, on a des formes très didactiques, mais après, ça évolue vers quelque chose qui est beaucoup plus intuitif et immersif pour le spectateur. Et... Le grand intérêt du livre, si je peux ajouter, c'est le fait que tu as repris des documents d'archives. En partie, tu as pu publier des photos extraordinaires des archives de la Cinémathèque et d'autres archives aussi, qui nous permet de revoir les intéressantes vues d'ensemble des expositions et je pense que ce soit vraiment un autre point de mérite de
ton travail, du travail et du projet du livre aussi, d'avoir choisi et aussi commenté et reconstruit les contextes d'origine des documents, parce que le grand travail d'un historien est de retrouver, retrouver les contextes des documents. On ne peut pas les republier, c'est tout. Tu as fait un grand travail de reconstruction à partir des archives, aussi très intéressant si on revient à la grande aventure du cinquantenaire, c'est que déjà dans les projets, dans les premiers projets des célébrations, il y avait une idée de musée, cinémathèque-musée. C'est-à-dire que dans les grands projets, dans les plans, il y avait l'idée de mettre à côté des espaces de projection, à côté de liés d'exposition des documents. C'est très intéressant de voir les grands plans, les documents de la localisation des lieux qui auraient dû accueillir cette initiative qui n'a pas eu, puis n'a pas abouti, mais c'est très intéressant de voir comme les idées étaient déjà là. Et c'est une grande inspiration pour nous aujourd'hui de voir que le même problème qu'on doit affronter tous les jours au moment où on programme une initiative et comment mettre en relation les documents, c'était déjà les problèmes qu'il y avait à l'origine. Et puis, dans les grands nombres qui participaient au comité pour la célébration, il y avait Sadoul, peut-être. Parmi les autres, comme tu l'as dit, il y avait aussi d'autres noms très importants. Si tu peux rappeler quelques noms, peut-être, pour voir l'atmosphère de ces années. Alors, dans ce comité, il y avait évidemment des représentants du gouvernement et du CNC, mais il y avait des figures marquantes de la cinéphilie comme Léon Sinac, Georges Sadoul, mais aussi Jean Grémillon, qui était alors le président de la Cinémathèque française. Un président qui s'entendait très bien avec Langlois. Il y a eu aussi des interventions de Langlois pour d'autres commissions d'organisation. Voilà. Après, il y avait aussi des représentants d'autres organisations comme le Conservatoire des Arts et Métriers, par exemple, qui avait des collections d'appareils depuis les années 20. Voilà un petit peu pour les plus célèbres. Et puis, évidemment, il y a la deuxième période que tu nous expliques dans les volumes. Il y a les grandes périodes charnières qui va du milieu des années 50 au milieu des années 60. Et là, les modèles du musée s'affirment et se diffusent, mais c'est quand même encore une période un peu difficile. Non? Il y a des débats autour de la cinémathèque, des mises en discussion du rôle de Langlois déjà, et on peut peut-être, si tu as envie de nous expliquer ce qui se passe dans... Alors, des discussions autour de la cinémathèque, il y en aura toujours. Et d'ailleurs, quelle que soit la période, finalement, c'est ça qui est intéressant parce que ces discussions autour de la cinémathèque française, elles permettent justement de faire rentrer la question du patrimoine cinématographique dans le débat public. Parce qu'au début, c'est juste quelques personnes autour de la cinémathèque qui s'en préoccupent. Et puis après, c'est la presse généraliste sur le cinéma. Et puis, finalement, ça va jusqu'à la presse nationale et qui n'est plus du tout consacrée au cinéma. Donc ça, c'est intéressant de voir comment finalement la problématique, elle devient de plus en plus présente hors du champ cinématographique et finalement jusqu'à toucher directement l'État et tout ce qui est intrinsèque à la nation en fait.
Donc, qu'est-ce qui se passe sur le milieu des années 50 jusqu'au milieu des années 60? En fait, beaucoup de choses, dans le sens où c'est une période où la cinémathèque française va vraiment avoir gagné en importance. Donc, elle est tout à fait incontournable en France pour tout ce qui concerne les questions liées au patrimoine. Elle est très forte à la FIAF, évidemment, puisque là, Langlois a complètement repris la main sur la fédération. Ça s'est construit progressivement depuis le milieu des années 40, mais là, c'est tout à fait clair. Et puis, à la fin des années 50, on a la création d'un ministère des Affaires culturelles. Et là, c'est formidable parce que avant, la Cinémathèque française était en lien avec le ministère de l'Économie. Et donc, évidemment, tout ce qu'elle pouvait proposer, c'était toujours trop cher et ça ne convenait forcément pas au projet politique. Ce qu'on aurait aimé qu'elle fasse, c'est juste conserver des films et surtout que ça coûte le moins cher possible. Là, avec l'arrivée d'un ministre des Affaires culturelles, dont le projet, donc ce ministre, c'est André Malraux, son projet, c'est de travailler au rayonnement français. Il est très tourné vers le patrimoine, les musées, l'histoire de l'art. Donc forcément, la Cinémathèque française, il a envie que ça devienne un instrument de sa politique. Donc au début, c'est très bien pour la Cinémathèque parce qu'elle va avoir ses moyens augmentés. Mais évidemment, rien n'est gratuit et dans un sens, à un moment donné, si on devient un instrument de la politique d'État, l'État attend qu'on rentre aussi dans le cadre de sa politique. Donc, alors que tout va bien au début des années 60, les choses vont commencer à se détériorer alors que l'État demande quand même des contreparties pour que la cinémathèque rentre dans son cadre. Et tout ça, on peut alors l'interpréter comme ça a déjà été fait dans le cadre d'une confrontation de points de vue entre Langlois et André Malraux, mais on peut aussi le mettre dans un contexte un peu plus large, qui est celui de la politique du ministère et qui donne un intérêt de plus en plus grand au patrimoine en faisant un inventaire général du patrimoine. Et vu qu'elle intègre le cinéma à ce qu'elle considère comme un patrimoine, ben forcément, elle a envie que la Cinémathèque française mette en place un inventaire plus structuré que ce qu'il est à cette période-là. Et ça, forcément, ben, c'est une ingérence qui est très, très mal vécue par la Cinémathèque. Oui. Le ministère a demandé à plusieurs reprises d'avoir l'inventaire des collections. C'est que Langlois a refusé, mais c'est l'histoire de beaucoup de cinémathèques dans le monde de ne pas pouvoir donner l'accès, l'inventaire, même pas à l'État, disons, des propres collections qui sont nées parfois avec des collections de collectionneurs et tout ça, et c'est une histoire très passionnante aussi. Et tu me dis, tu nous essayais de aussi expliquer toute dernière partie de ton projet, c'est la troisième partie qui présente toute la reconfiguration du champ patrimonial entre 1965 et 1968. Et c'est évidemment les moments où il y a aussi des villes en France qui commencent à développer des projets importants, des nouvelles activités et des nouveaux projets comme Toulouse, Annecy et Lyon, entre autres. Et puis, c'est le moment où, comme tu l'as déjà mentionné, la naissance de la création du Centre national de la cinématographie qui est à la fin des années 60, si je ne me trompe pas. Oui, c'est la création du service des archives du film. En fait, ce qui se passe, c'est que
Comme je l'ai dit, il y a une cinéphilie qui est vraiment dans une période qu'on appelle l'âge d'or. Donc, des gens qui ont plus envie de voir des films anciens, en plus des films récents, et surtout des films de tous les genres. Et c'est ça qui va poser problème. Alors, dans un premier temps, ce dont on a envie, c'est de voir des films ailleurs qu'à Paris. Donc, on a une première phase, on va dire, de la fin des années 50 jusqu'au milieu des années 60, où là, l'idée, c'est d'apporter les films anciens hors de la capitale. Donc là, on va avoir des projets comme les Amis de la Cinémathèque française qui vont s'implanter ou pas dans des villes hors de Paris. Donc, par exemple, là, c'est la naissance de la section toulousaine des Amis de la Cinémathèque française en 58 à Toulouse. Il y a aussi un projet pour faire une section d'Amis de la Cinémathèque à Lyon, mais ça ne fonctionne pas pour des problèmes de communication entre Langlois et les gens de Lyon, des calendriers qui ne coïncident pas. C'est vraiment... Bon, ça ne se passe pas et ça va créer par contre des tensions vraiment durables et une animosité en fait entre les gens qui sont à Lyon et Langlois. Ça mettra du temps à se transformer. Et puis, dans la même idée, on a une association qui se fonde, l'Association française pour la diffusion du cinéma, qui, elle, est très proche du CNC, qui est animée par Pierre Barbin et un groupe de 3 autres personnes qui sont sa femme, Colette Barbin, et puis Michel Baucher et Marcel Martin, qui sont des cinéastes d'animation et qui montent ensemble les journées du cinéma. Alors ça, c'est vraiment des initiatives protéiformes. À l'origine, ce sont des journées de cinéma avec des films en avant-première qui vont passer dans différentes villes de France. Et puis après, on va leur demander de créer un festival de court-métrage à Tours. Et puis, comme Martin et Baucher sont des cinéastes d'animation, régulièrement, ils vont faire des programmations de cinéma d'animation. Et puis aussi une rétrospective de cinéma d'animation à Cannes en 1956. Et cette rétrospective, elle va avoir un énorme succès. Elle va être reconduite en 1958. Et là, ils vont se dire, mais on n'a plus du tout d'espace pour être suffisamment visible à Cannes, il faudrait qu'on aille ailleurs. Et donc, là, il y a des cinéphiles d'Annecy qui vont leur demander de venir s'installer là-bas. Il va falloir convaincre la municipalité d'Annecy qu'un festival, c'est quelque chose de bien pour leur territoire. Et donc, ce qu'ils vont proposer, c'est de faire le festival avec un musée qui, lui, sera là toute l'année. Et c'est rigolo parce que quand on regarde la manière dont ont évolué les choses, maintenant, c'est le festival qui est beaucoup plus visible que le musée, alors qu'à l'époque, pour les politiques, ce qui serait vraiment l'avenir d'Annecy sur le cinéma d'animation, ce serait le musée. Donc, c'est rigolo comme les choses ont évolué. Très intéressant. Et donc, là, ce que ça montre, c'est qu'il y a déjà des cinéphilies alternatives qui ont envie à la fois de conserver d'autres films et d'en voir d'autres et d'en montrer d'autres. Parce que la Cinémathèque française, évidemment, elle montre du cinéma d'animation, mais moins et différemment que ce que peuvent proposer l'équipe de Pierre Barbin. Et donc, le changement qui intervient au milieu des années 60, c'est évidemment la rupture entre Toulouse et Paris, parce que je pense que Raymond Borde et Henri Langlois sont vraiment arrivés à la fin de ce qu'ils pouvaient supporter l'un et l'autre en termes de relations humaines et de ce que ça imposait comme type de fonctionnement d'un côté comme de l'autre.
Parce qu'il faut dire que d'un côté, on a quand même un organisme qui est très structuré, la Cinémathèque française, qui fonctionne avec des salariés, tant bien que mal, mais qui a quand même, oui, déjà une forme institutionnelle très aboutie, alors qu'à Toulouse, on est encore sur un système de bénévolat avec des gens qui vont chercher une copie après leur travail, qui vont essayer de traduire des sous-titres en russe, tant bien que mal, grâce à un professeur de russe du lycée du coin qui va faire la traduction en direct. Enfin, c'est un système de débrouille. Et c'est vrai que c'est ingérable à un moment donné d'être sur deux modes de fonctionnement complètement différents entre Paris et Toulouse. Et je pense que c'est ça qui va vraiment nourrir le clash. Et aussi le fait que Raymond Borne, dans sa cinéphilie, a envie de voir des objets cinématographiques tout à fait différents de ceux que continue à lui proposer Langlois. Il y a par exemple là-dessus toute une série de griefs qui vont être nourris par le fait que Borde voudrait faire accéder un historien, Francis Lacassin, à des films nazis, et que Langlois ne lui communiquera jamais. Parce que, bon, d'après les sources que j'ai pu trouver là-dessus, il y a vraiment une position extrêmement radicale de Langlois quant au cinéma nazi. Je ne sais pas exactement quand ça apparaît, si c'est directement après la libération ou si c'est plus tard, mais il y a des échanges extrêmement violents sur le fait qu'on puisse montrer ce genre de film ou pas, et ça ira jusqu'à la mort de Langlois. En tout cas, à un moment donné, sur la base de toutes ces différences de vues, mais aussi d'une envie de voir les films anciens et de toujours pouvoir interroger l'histoire du cinéma, et il y a des projets alternatifs qui se montent, dont celui de Toulouse, et aussi celui de Lyon qui va voir le jour. Alors là, dans un contexte complètement étonnant, parce que en fait, comment dire, en 1964, au moment de la célébration des anniversaires des Frères Lumière et à l'approche de la commémoration de l'invention du cinématographe, un collectionneur lyonnais, Paul Génard, fait une exposition de sa collection. Et là, le maire de Lyon, qui jusqu'à présent ne s'était pas du tout intéressé à la culture, le nouveau maire de Lyon, Louis Pradel, lui dit écoutez, moi, j'aimerais que vous fassiez un musée du cinéma à Lyon. Donc, une ville dans laquelle ce patrimoine était plutôt à l'abandon à cette période-là, tout va se transformer parce que la ville de Lyon a envie de s'opposer aux décisions qui sont prises par le gouvernement à Paris. Donc là, il y a vraiment des... Oui, c'est une histoire encore vraiment intéressante. Si tu peux mentionner, on a encore quelques minutes, malheureusement, pour notre enregistrement, les années 68, les grands moments de l'affaire Langlois. Peut-être c'est connu dans le domaine, mais il faut mentionner ça et la fin de l'histoire, on peut dire, ou bien le début de l'histoire. L'affaire Langlois, finalement, c'est la précipitation de tous ces éléments qu'on a vus apparaître petit à petit auparavant, c'est-à-dire les crispations avec l'État, que là, on connaissait bien, sur notamment la question de l'inventaire et de la conservation des films, mais aussi, et ça, c'est ce qu'on ne connaissait pas, la crispation avec d'autres cinéphiles qui ont envie de donner une nouvelle dimension à leur cinéphilie qui passe par la conservation des films anciens et par le fait de pouvoir les montrer. Et ça, c'est vraiment l'aspect de l'histoire qu'on ne connaissait pas. Et donc, finalement, l'apport de mon livre sur l'affaire Langlois, dans un sens, c'est de montrer que on arrive à la fin d'un système. C'est-à-dire que le modèle de la Cinémathèque musée, c'est-à-dire je conserve des copies, je les montre,
Et comme ça, je contribue à une histoire, à une transmission de l'histoire du cinéma. C'est un modèle qui a beaucoup inspiré la cinéphilie, mais qui a montré ses limites. Pourquoi? Parce que si vous aviez une cinémathèque qui conservait ses copies et qui refusait de les faire circuler à d'autres qui voulaient montrer une histoire du cinéma qui était différente, eh ben, vous étiez empêché. Vous ne pouviez rien faire. Donc là, l'État prend la décision de créer un service qui va être compétent vraiment sur les questions de conservation. Parce que c'est là le point faible, entre guillemets, des autres cinémathèques. Donc, il va créer ce service des archives du film, dont la mission à l'origine n'est pas du tout de montrer. Et cette compétence de montrer l'histoire du cinéma, il va la laisser à des organismes comme les cinémathèques. Et donc là, ça transforme complètement le paysage. Cette décision, elle va commencer à transformer le paysage, mais évidemment, les transformations, elles vont se voir sur un temps beaucoup plus long. Et ça, c'est une histoire qui reste encore à écrire. On espère que tu puisses poursuivre dans tes recherches. Je te remercie beaucoup pour avoir partagé avec nous tes recherches, ton projet. Et c'est, comme je le disais déjà, je pense que c'est un outil pour continuer à réfléchir sur des nouvelles actions culturelles et des formations que nous, comme archives, nous devrions mettre en chantier et essayer de reprogrammer ou rétablir nos objectifs. Mais avant, il faut revoir le passé. Et merci encore pour ces recherches que tu as faites. Et je vais t'attendre à Bologne pour le festival et le livre est en vente, évidemment. L'éditeur, on n'a pas mentionné, mais c'est l'Association française de recherche d'histoire du cinéma. Et les livres en vente à Bologne, évidemment. On peut aussi les commander, évidemment. Et on donnera tous les renseignements sur l'affiche sur notre site web de l'Association des cinémathèques européennes. Merci, Stéphanie. Merci, Anna. Et à très bientôt. Et à bientôt.